Les maîtres du mystère. À l'occasion du 100e anniversaire de la naissance d'Édouard Estonnier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Madame Clapin, un film radiophonique de François Tarancle, d'après le roman d'Édouard Estonnier. Avec André Tincy, Bernadette Lange, René Renaud, Jacques Lassalle, Jean-Pierre Litvac, Robert Marcy, Micheline Bonnat, Maurice Chevitte, Geneviève Morel, Raymond Pélissier et André Burgère. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac, prise de son Robert Lavoignat, collaboration technique Michel Hervé, assistante de production Odette Jaudry, réalisation Pierre Billard. Déjà levé? Comment faire autrement? On ne tient pas en place quand on ne se sent pas chez soi. Tu es chez toi? Mais parlons-en. J'ai dû céder ma chambre à notre pensionnaire. Je dors dans le salon. Mon lit est à la place du canapé et le canapé en pointe au milieu de la pièce. Je ne sais même pas où ranger mon linge. Et quant à toi, tu couches dans la salle à manger. Et pendant ce temps-là, cette Madame Clapin se prélasse au-dessus de ma tête. Elle n'appartient pas au genre qui se prélasse. Elle occupe, c'est tout. Elle ne parle pas si fort, tu vas la réveiller. 9 mois que ça dure. Et justement, au bout de 9 mois, tu devrais être habitué. Voilà 9 mois que cette Clapin, comme tu dis, nous donne les 700 francs qui nous manquent pour parfaire notre mensualité. Tu sais très bien que les rentes en 1920 ne sont pas celles d'avant-guerre. Il n'y a pas d'autre solution pour nous que de prendre une pensionnaire. À moins, bien entendu, que tu ne préfères donner des leçons de piano et que moi, je fasse des ménages. Tu es folle de dire des choses pareilles. Et ce sont des vérités. Quand à t'empêcher de dormir, on ne l'entend pas. Enfin, peux-tu dire que tu l'entends? Personne n'a jamais fait moins de bruit. Elle se couche tôt et tricote toute la journée dans l'embrasure de la fenêtre. Quand je pense à la façon dont tu l'as dénichée... Eh bien, c'était tout naturel, cherchant une pensionnaire, d'écrire Angéline. Angéline est notre sœur, après tout. Une sœur qu'on n'a pas vue depuis 20 ans. Et une accoucheuse. Une créature qui vit des filles mères. En fait, pensionnaire, elle t'a envoyé une des siennes. Elle m'a envoyé une de ses amies. Une femme convenable, d'âge moyen, tranquille, simple, propre. Et en état de payer d'avance. On ne sait pas seulement d'où elle sort. On sait qu'elle se contente de rien comme pension. Un café le matin, un lait le soir, à midi une soupe chaude, un peu de viande. On aurait pu choisir. Mais qu'est-ce que tu lui reproches à cette femme que tu ne vois même pas, qui ne sort que pour aller à l'église ou mettre une lettre à la poste, qui depuis qu'elle est ici n'a reçu que 2 visites. Je te conseille d'en parler des visites. D'abord Angéline il y a 6 jours, et puis il y a 4 jours ce monsieur de Paris qui venait soi-disant pour lui demander un renseignement qu'elle n'a pas pu lui donner. C'est lui-même qui me l'a dit en partant. Et c'était un vrai monsieur. Comment le sais-tu? Écoute, je n'ai pas osé te le dire, mais après son départ, je suis allé me renseigner à l'hôtel de Paris, enfin, le seul où un voyageur comme ça pouvait descendre. Et effectivement, c'est là où il était descendu et où il a dit qu'il reviendrait à sa prochaine visite. Et son nom? Valentin. Un nom d'emprunt, c'est probable. En tout cas, cette visite ne t'a pas beaucoup gêné. Depuis que Madame Clapin est chez nous, tout me gêne et tout me bouleverse. Même nous, qui nous entendions si bien et qui ne faisons plus que nous disputer. Et nos amis ne viennent plus nous voir, à commencer par Monsieur Pirêtre, qui est si bien. Il faut l'entendre commenter notre imprudence. Il est juge d'instruction. Sa profession le rend soupçonneux. À juste titre. Il voudrait savoir ce qu'elle vient faire à Langres, où bien évidemment elle ne connaît personne. Et d'où elle sort, et à quoi elle ressemble, et que lui répondre. Et l'abbé Bordier? Il la voit à la messe. Mais il trouve que nous aurions dû faire une enquête discrète. Tu nous vois à cause de cet inconnu mêlé à une affaire de police. Que vas-tu chercher? Tu dis des sottises. Très bien. Et le notaire? Tu l'as encore rencontré? Et parfaitement, pas plus tard qu'hier. Je suppose qu'il dit toujours la même chose. Hier, il a insisté davantage. J'espère qu'il ne faisait pas allusion à Angéline. À qui d'autre? Je l'avais vue arriver, elle ne payait pas de mine.
Heureusement qu'elle ne s'est pas attardée, on aurait cru une pauvresse. Une avare. Ne voulait-elle pas que nous augmentions la pension de Madame Clapin et partager la différence? Tu aurais dû m'appeler. Et tu m'as déclaré une fois pour toutes ne plus vouloir la rencontrer. Ça n'empêche que tu m'envoyais 3 jours après au renseignement à Tonnerre. J'espère que le notaire n'en a pas eu vent et que ce n'est pas à cause de ce déplacement qu'il m'a parlé hier avec plus d'autorité que de coutume. Oh, cette insistance. Il ne peut tout de même pas savoir que la fameuse clinique d'accouchement n'existait plus. Et ce n'est pas non plus notre faute si Angéline vivait dans une espèce de taudis. Ce qui d'ailleurs ne prouve rien. Non, le pire c'est de l'avoir manqué de si peu. Sa logeuse disait qu'on venait de l'emmener. Mais tu es sûr que ce n'est pas parce qu'elle était simplement malade? Non, la femme était formelle. Angéline était devenue folle. Folle alliée, hurlante. Quand on est venu la chercher, elle s'est mise à crier, à frapper, à mordre. On l'a mise presque nue dans la voiture qui la conduisait à l'asile. Moi, je trouve cette crise de folie étrange. Sitôt après sa visite ici. Pourtant, elle ne t'avait pas paru... Inquiète seulement, instable, bizarre, mais pas folle. Je te l'ai déjà dit. Et pas moyen de joindre les médecins qui l'ont fait emmener. Il paraît que l'un d'eux habitait Tonnerre autrefois et qu'il l'avait soigné. Comment est-il revenu? L'avait-elle appelé? Et maintenant, on ne peut pas l'abandonner, il faut retrouver l'asile. Il faut avant tout nous séparer de Madame Clapin. Malheur est entré chez nous avec elle. Et il faut avant tout que je lui montre son petit déjeuner. Un peu plus, tu me mettais en retard. Oh, c'est vraiment le comble, ça. Une cadifon montant le café du matin à une Clapin. Mais laisse donc, ne ressasse pas éternellement les mêmes grillettes. C'est intolérable. J'en ai pour un instant. Voici votre café, madame. Voici votre café, madame. Oh, et elle peut dire ça jour après jour pendant 9 mois. 9 mois de dépendance, d'humiliation et de doute. Et peut-être de crainte. Eh oui, de crainte. Je crois que j'ai peur. J'ai peur de cette Madame Clapin. J'ai peur tous les jours de ce qui pourrait arriver par la faute de Madame Clapin. Ida, c'est inconcevable. J'ai frappé, Madame Clapin n'a pas répondu. Elle dort probablement. Tu crois? Non seulement je le crois, mais je l'envie. Moi, je n'arrive plus à trouver le sommeil. Et que faut-il faire? Tenir la cafetière au chaud. C'est la première fois que pareille chose arrive. C'est la 100e fois que je me plains de n'être plus seule avec toi comme autrefois. De ne plus me sentir amie avec toi comme autrefois. Quand nous étions les sœurs Cadifon, citées en exemple, recevant ce qu'il y a de mieux dans la ville. Personne ne vient plus nous voir. Mais sors toi-même, qui t'en empêche? Je n'ose plus. Tout le monde nous regarde d'un drôle d'air depuis que nous avons introduit cette étrangère chez nous. Le notaire... Encore? Si tu veux mon avis, le notaire est dans la main de Madame Cormier, notre chère voisine, qui nous cherche noises parce qu'elle voulait cette maison alors que c'est nous qui avons réussi à l'acheter. Alors tout ce qu'elle pourra inventer pour nous nuire... Non, moi, ce n'est pas Madame Cormier qui m'inquiète, c'est Madame Clapin. Dis-moi, j'ai bien envie de remonter. Remonte et frappe plus fort. La porte n'est peut-être pas fermée, entr'ouvre-la. Et si Madame Clapin était malade? Qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre? Ruault, le serrurier qui rentre chez lui. Je l'avais pas vu passer tout à l'heure. Tu ne voudrais pas m'accompagner? Pourquoi faire, puisque je n'entrerai pas dans la chambre? Laisse la tasse en bas, ce sera toujours temps d'aller la chercher. Oh, tu crois que... Non, je crois que Madame Clapin porte malheur. Madame Clapin, c'est moi, Monsieur le Cadifon. M'entendez-vous? Répondez, êtes-vous malade? Oh, mon Dieu. Ida! Ida, viens vite. La porte est fermée à clé, je ne peux pas entrer. Je viens. Madame! Madame! Oh, quelle histoire! Mais dis donc, Ursula, elle serait pas partie à la cloche de bois?
La clé est à l'intérieur, on ne voit pas le jour à travers la serrure. Alors elle ne serait pas morte? Ne dis pas de bêtises. Il faut ouvrir, voilà tout, on ne peut pas rester comme ça. Non, j'ai vu passer Ruault, le serrurier, je cours le chercher. Je comprends rien, monsieur Ruault. La clé est restée bloquée dans la serrure, on peut plus entrer ni sortir. Dépêchez-vous. Patience, patience, ma chère demoiselle. Faut pas les brusquer, les serrures. Hein? Voilà. Tenez, regardez. Elle est toute habillée, prête à sortir. Seulement, elle s'est remise sur son lit et elle dort. Elle est peut-être malade. En tout cas, elle ne souffre pas. Elle sourit. Avec tout le bruit que nous avons fait, c'est tout de même drôle qu'elle ne se réveille pas. Secoue-la un peu, Ursule. Madame. Madame. Mon Dieu, mais elle ne bouge pas. Elle est morte? Mais non, elle respire. J'aime mieux ma manière à moi de respirer. Il faudrait peut-être aller chercher un docteur. Il y a le docteur Lecoin à l'angle de la Grand Rue. J'y cours. Elle a l'air fameusement tranquille, votre dame. Elle n'a pas l'air de souffler fort. Un suicide. Un suicide banal. Le rapport du médecin est formel, mon enquête ne sera qu'une simple formalité. D'ailleurs, mesdemoiselles, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et tout à l'heure encore par un ami commun, le notaire. Hélas, monsieur le commissaire, c'est un ami qu'on ne voit plus guère. Il vous est toujours sincèrement attaché. Grâce à lui, ma mission se trouvera fort abrégée. Je sais déjà quelles circonstances particulières marquèrent l'entrée de votre pensionnaire. Inconnu, sans référence. Vous vous trompez, monsieur, avec référence, puisque notre sœur Angéline nous l'avait adressé. Seulement, notre sœur Angéline est très malade et incapable en ce moment de fournir des renseignements. Fâcheux. Ça aurait simplifié les choses. De quelle chose s'agit-il donc? Trouver le motif du suicide. Et en pareil cas, on laisse un écrit, ça fait partie du rite. Avez-vous fouillé la chambre? Non, certes non. Eh bien, nous allons procéder ensemble à cette opération. Si l'on ne trouve rien. Si on ne trouve rien, eh bien, nous tâcherons de nous renseigner ailleurs. Oh, ne cherchez pas. Je sais la véritable cause du drame. Qui est? La misère. Au dernier terme, Madame Clapin n'avait pas reçu l'argent qu'elle attendait pour me payer. C'est ici la seule pièce qu'elle occupait. Oui. La seule, oui. Tout ce qui lui appartenait se trouve ici. Tout, oui. Peu de choses, oui, votre sœur doit avoir raison. Est-ce que vous l'avez habillée? Nous l'avons trouvée ainsi. Personne méthodique, soigneuse. Vêtements pliés. La clé sur la malle. Rien ne traîne, sauf les 2 tubes de Véronal. Elle nous attendait. Elle a brûlé ses lettres dans la cheminée. Son secret tient peut-être dans ce tas de cendres. Il ne reste rien. Ouf. Presque rien. Juste un débris d'enveloppe. Un fragment de timbre, je vais les examiner. On se trahit parfois pour moins que cela. Elle a été une énigme pour moi. Qui sait si elle ne le restera pas pour vous? Pourquoi ne montiez-vous jamais chez elle? Non, sans la connaître, je la trouvais redoutable. Et croyez-vous que maintenant encore, elle m'effraie? Plus peut-être que lorsqu'elle vivait. Et regardez son sourire. Regardez ses mains. Je ne les aime pas non plus. S'il ne s'agissait d'une personne à l'existence bourgeoise, je serais tenté d'affirmer que ce sont des mains d'étrangleuse. Oh, je n'ai pas été jusqu'à penser cela. Vous avez donc pensé autre chose? Votre mandat comporte-t-il que je sois interrogée? Ne vous trompez pas sur mes intentions. L'homme qui vous parle n'a plus rien d'officiel. Sa mission consistait à trouver une origine plausible au suicide. Vous me l'avez donné. La misère. Et je m'en contente. Donc, de ce côté, affaire liquide et justice satisfaite seulement. Seulement? Ce point réglé, espérez-vous que le public, la presse, vos voisins s'en tiendront là?
Réfléchissez aux circonstances singulières qui ont précédé le drame. Vous affirmez à tout venant que vous ne savez rien sur Madame Clapin, et cependant vous l'installez en secret, négligeant les déclarations d'usage. Une fois chez vous, l'intéressé reste caché, nul ne l'approche, sauf votre sœur. Vous reconnaissez que vous n'entrez même pas dans sa chambre. Une adroite séquestration offrirait exactement les mêmes apparences. De plus malin que moi pourrait s'y laisser prendre. Enfin, couronnement, ce suicide incompréhensible, du moins sans motif connu. De là à supposer le pire, par exemple que vous aviez intérêt à la disparition de votre pensionnaire, il n'y a pas loin, le pas sera vite franchi. N'en doutez pas. Le dilemme qui s'offre à vous est celui-ci, éclaircir le mystère Clapin ou bien en être la victime. Vous me faites peur, monsieur le commissaire. La peur vous va bien, mademoiselle. Je comprends de mieux en mieux l'intérêt que vous portent vos amis. Alors aidez-nous, je vous en conjure. Aidez-nous, monsieur Nancy. Tous ces gens qui s'arrêtent sur la place et qui regardent notre maison. Mais que veulent-ils? Qu'attendent-ils? De nous apercevoir à la fenêtre ou sur le pas de notre porte. Oh, Ursule, les croyais-tu capables d'autant de patience? Demain, ils oublieront. Oh non. Leur curiosité nous enferme ici, seuls. Seuls avec le souvenir de cette Clapin. Les morts vont vite. Et pas cette morte-là. Elle est installée chez nous définitivement. Comme si elle nous avait laissé un message à déchiffrer. Oh, je pense à son sourire. À ses mains. À son sourire heureux. À ses mains terribles. On n'ouvre pas. Ah, qu'en penses-tu? C'est le commissaire Nancy. Je le voyais arriver. Je vous laisse ensemble. Ah ben non, pas. Mais il faut lui ouvrir, au contraire. Nous n'avons plus tant de visite. Vous vous entendez bien ensemble. Il a l'air de t'admirer. Oh, bon, quelle idée. Il vient ici parce qu'il est la police. Mademoiselle Ida, je craignais de ne pas vous trouver. N'avais-je pas raison? La ville est dressée contre vous. Quelqu'un semble vous en vouloir activement, mais qui... Enfin, ce serait absurde d'accuser notre voisine Madame Cormier, mais elle a fait faire une demande pour nous proposer de racheter notre maison à un bon prix. Peut-être serez-vous obligé d'accepter cette offre et de quitter le pays. À moins que... Ah, dites? À moins que vous ne m'aidiez à percer le mystère Clapin. Oh. Mais je suis votre ami, croyez-moi. Vous m'avez demandé mon aide et... déjà je sais beaucoup de choses. Je sais que votre sœur est devenue folle et a été internée 6 jours avant le suicide de Madame Clapin et 2 jours après la visite que celle-ci a reçue d'un inconnu venant de Paris. Je pressens un lien entre ces événements. Il faut que vous m'apportiez votre collaboration. Moi, dès ce soir, je vais me rendre à l'asile où l'on a placé Madame Angeline Miraut. Quant à vous... Quant à moi? Il faut vous préparer à partir aussi. Vous acceptez, n'est-ce pas, que j'ai besoin de vous? J'accepte, mais partir... Partir comment? Aller où? À partir le plus vite possible, au plus tard demain matin. Oui, mais encore. Vous vous rendrez à Blaiseau, dans la Côte d'Or. À Blaiseau? Oui, pourquoi? Pourquoi Blaiseau? Et vous vous souvenez de ce bout d'enveloppe que j'ai trouvé dans la cheminée de votre pensionnaire parmi les papiers brûlés? Oui. Il portait intact le timbre de la poste de cette ville. Il s'agissait probablement d'une lettre d'affaires. À en juger par ce que nous savons de Madame Clapin, elle ne devait guère correspondre qu'avec des notaires et pour des questions d'intérêt. Oui. En 10 minutes, une femme adroite peut obtenir d'eux, à défaut du passé de la morte, son nom véritable et son lieu d'origine. Mm-hmm. C'est cette mission que je vous confie. Il faut partir dès ce soir. Si à Blaiseau vous avez besoin de moi, appelez-moi à votre aide. Je viendrai immédiatement. Promis? Promis. C'est la première fois que vous venez à Blaiseau? Oui. Vous comptez rester longtemps? Je ne sais pas encore, ça dépend. En tout cas, j'ai eu bien de la chance en sortant de la gare de trouver votre frère et de lui demander mon chemin. Il m'a indiqué votre maison en me disant que vous aviez une chambre à louer et que je serais bien mieux chez vous qu'à l'hôtel. Oh, pour sûr, c'est pas grand-chose l'hôtel. Tenez. La voilà la chambre. La chambre vous plaît pas? Ah si, elle est très bien, très propre. Sinon là, près de la fenêtre, cette table, ce fauteuil, ça m'a rappelé une autre chambre où la table et le fauteuil étaient placés de la même manière. C'est notre ancienne locataire qui l'avait arrangé comme ça.
Vous avez encore besoin de moi? Non, je vous remercie. Non, je voudrais simplement vous demander à qui je devrais m'adresser pour demander un renseignement après dîner. Au père? Si ça ne vous gêne pas de vous trouver avec nous en famille. Dès qu'il sera libre, je viendrai vous chercher. Entrez, mademoiselle. Ne vous gênez pas. Merci. Christine me dit que vous aviez un renseignement à me demander. Je voudrais simplement savoir s'il se trouve à Blézo un notaire ou un homme d'affaires. Le notaire habite notre rue. Ah. Il se nomme Pharizet. Bien. Quant aux hommes d'affaires, ça, je n'en connais pas. Chacun ici fait ses affaires soi-même. Ça n'a pas d'importance. Espérons que maître Pharizet suffira pour m'éclairer. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, monsieur. Allons, vous nous quittez déjà? Une soirée solitaire, ça manque de gaieté. Il ne faut pas avoir crainte de nous gêner. Restez donc, mademoiselle. Restez. À moins que le cœur n'y soit pas. Oh, au contraire. À la bonne heure. Nous aussi, nous sommes contents de nous distraire. Depuis le départ de la Nine, nous manquons de compagnie. Qui est la Nine? Une femme qui occupait votre chambre quand on l'a louée à l'année. Et qui venait comme moi vous déranger le soir? Oh non. La Nine avait ses habitudes. Elle n'aimait pas plus aller chez les autres que de se laisser déranger par eux. Une femme du pays? Si on veut. Plutôt des environs. Et qui est retournée chez elle? Pour retourner chez soi, il faudrait en avoir un. Oh, Christine, tu n'as pas désarmé, Entre Nine et elle, l'une vieille et celle-ci, comme vous la voyez, pas moyen d'accorder des manies. Non, en vérité, la Nine était une personne tranquille. Oh, vous ne disiez pas ça quand Hurto montait chez elle. Hurto est un vieux soulard, je redoutais le scandale. Vous n'aimiez pas la Nine? Personne ne l'aimait. Ah, personne. Sauf Hurto. Il n'avait pas son bon sens. La Nine était son idée fixe. On sait ce qu'on est quand l'amour commence. Et c'est où on sera une fois qu'il aura fini. L'amour dans le cas d'un ivrogne paraît un bien grand mot. Oh, erreur, madame, erreur. Hurto avait été un beau garçon coureur, mais du jour où il vit la Nine, finit la couranderie. Rien que pour l'amour, et un amour pour la vie. Avec des interruptions. Non, mais il faut vous dire qu'à cette époque-là, la Nine était bonne chez les Bernard, à froidure. Une mécriotte point belle, courageuse, avec des yeux qui, sans le chercher, incendiaient leur homme. Hurto, ne pouvant obtenir qu'elle quitte les Bernard, s'engagea chez eux. Là, supplication pour le mariage. Mais pour quelle raison la Nine le refusait-elle? Ça. Avait-elle deviné que Hurto, sauf pour l'amour, ne valait pas grand-chose? Toujours est-il que la voilà grosse et qu'elle s'en cachait. Quand vint le moment d'accoucher, elle partit, soi-disant chez des amis. Au retour, elle avait l'air comme toujours, mais pour s'être trop longtemps serrée, elle avait accouché d'un enfant mort. Nine, Madame Clapin, ce fauteuil et cette table dans la fenêtre, comme chez nous. Figurez-vous que tout à l'heure, tandis que je rentrais chez vous, j'ai croisé une voiture de boulanger au nom de Clapin. J'ai connu une Clapin. Hein? Oui, je me demande s'il y a parenté. Que sont les Clapins d'ici? Ah, de braves gens, mais tous au cimetière. Ça vous en êtes sûr? Parbleu. Quant à des parents à eux, non, j'en connais pas. Et s'il y en avait, je le saurais. Eh bien, tant pis. J'avais imaginé, mais vous devez avoir raison. C'est bien sur une voiture que vous avez lu le nom? Parce que je croirais plutôt à un ragot de Christine, moi. Pourquoi? Je trouve curieux que parmi tous les habitants de Blézo, vous vous intéressiez précisément à ceux-ci. Je viens de vous l'expliquer. On montera pas de l'idée que quelqu'un vous a raconté ce qu'ils ont fait pour la Nine. Qu'ont-ils fait pour elle? Ils l'ont élevée, tout simplement. La Nine venait de l'assistance publique. Ah. Et vous en allez déjà? Je voudrais monter un instant dans ma chambre. À votre aise. Voilà, Christine. Je voulais justement vous parler. C'est au sujet de la Nine. Me parler à moi? Oui. Vous semblez l'avoir particulièrement connue. Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai eu chez moi une pensionnaire du nom de Clapin et je suis de plus en plus persuadée que cette Clapin et Nine sont la même personne. Et alors? Alors, cette femme est mêlée à ma vie. Je veux découvrir quel mystère se cache derrière elle. Bonne chance. Non, Madame Clapin est venue chez moi il y a 2 mois. Vous pouvez me dire tout au moins quand la Nine a quitté Blézo. Non. Alors, ce que je demande n'a rien de compromettant.
Bah dans ce cas, pourquoi n'interrogez-vous pas la Clapin? Elle est morte. Morte? Oh, c'est bien sûr. Vous vous trahissez. Mais depuis combien de jours? 4 jours. Parlerez-vous? Lanine a quitté Blaiseau il y a 10 mois. Elle a pris le nom de Clapin? Elle vous faisait peur? Elle ne quittait pas sa chambre. Mais elle savait toujours ce qu'elle devait ignorer. Elle avait un œil de chat. Ah, elle était douée d'une curiosité que rien ne décourageait. On avait la sensation que même à distance, on restait sous sa griffe. Elle a quitté le pays en emportant les secrets de tout le monde. Même les vôtres? Possible. Vous voilà soulagé. Parce qu'elle est morte? Oh, j'ose pas y croire. Ces êtres-là ne meurent pas. Ils achèvent le mal qu'ils ont commencé. Et elle me haïssait. Comme je l'ai haï, moi aussi. Ce qui m'étonne, c'est le récit d'hier soir. Ses amours avec Hurtaud. J'avais imaginé sur son compte quelque chose de terrible. Le passé de Lanine ne me semble pas à la taille de la Clapin. L'histoire n'était qu'un commencement. Vous en savez davantage? Peut-être. Vous ne voulez rien dire? Non. Avez-vous peur d'une morte? Et vous? Vous ne voulez pas m'aider? Allez à Froidure. À peine 1 heure de marche. Chez les Bernard? Oh, il n'y a plus de Bernard. Il n'y a plus qu'une maison à vendre. Pardon, madame, la route de Froidure. C'est celle-ci, madame? La propriété des Bernard se trouve loin? Je passe à côté, venez avec moi. Vous voulez l'acheter? On m'a dit qu'elle était à vendre. Une envie de la voir m'a prise, on ne sait jamais. C'est un gros morceau. Savez-vous si les Bernard sont chez eux? Les Bernard n'existent plus depuis que M. Augustin est mort. Ah. À qui appartient la propriété? À une cousine qui a fini, du moins par moitié, à rentrer dans ses droits. Et pourquoi fini? Rapport au procès? Ah, un procès avec qui? Avec Lanine? Vous lisez pas les journaux? Je ne suis pas de la région. Tant mieux pour vous. L'affaire a duré 3 ans et pendant 3 ans, tout le pays était en enfer. Les uns étaient pour, les autres contre. On ne s'y reconnaissait plus. Excusez mon ignorance, mais je vois que là où je comptais trouver simplement une propriété à vendre, je risque de tomber dans des histoires embrouillées que j'aimerais connaître avant d'aller plus loin. Monsieur Augustin était le fils Bernard, autant dire le propriétaire du pays. Ah. Ses parents lui cherchaient une héritière et lui firent construire un château. Oh, les pauvres vieux, ça porte malheur de bâtir. Ils ne vivaient ni l'un ni l'autre lorsque monsieur Augustin est installé avec Lanine. Une fille amenée de la ville? Mais pas même. Une souillante, entrée comme domestique, et que la mère Bernard avait couvé depuis des ans. Et à peine au château, c'était couru. Plus de mariage en perspective, mais la mise en cage, la prison, quoi. Monsieur Augustin n'avait plus le droit de sortir. Et si par hasard il parvenait à s'évader, aussitôt Lanine accourait. On vous demande pour ceci et pour cela, et le pauvre obéissait. Et peut-être l'aimait-il? Mais non, madame. Elle lui faisait peur. Une fois, il me l'a avoué à moi-même. D'ailleurs, ça n'a pas traîné. Un beau jour, on a appris que M. Augustin venait de mourir. D'un coup de sang, qu'ils ont prétendu. Et quant à l'argent liquide, aux valeurs, plus rien. Bien sûr que Lanine s'était payée d'avance. Enfin, en guise de bouquet, un testament, qui lui léguait le reste, terre, meubles et maisons. Et c'est alors que le procès a commencé? Le procès? La justice. Ah, parlons-en. Le pays en l'air, les députés qui s'en mêlent, la politique. Ainsi, moi, par exemple. On m'a appelé pour témoigner. Ah. J'étais bien sûr, n'est-ce pas, de mon affaire. Eh bien, plus j'affirmais que Lanine avait volé, moins on voulait m'écouter, sous prétexte que Joutot, le conseiller général, patron de la clique, prétendait le contraire. Avec ça que Joutot, qui est aussi médecin, allait vendre la mèche. Il a assisté à la mort de M. Augustin et peut-être... enfin... Mieux vaut mettre un bœuf sur la langue. Et vous ne supposez pas... Ah si, madame. Tout est possible. À preuve le jugement qui a donné les terres à Lanine et le château seulement à l'héritière. Si la mort du fils Bernard aurait été d'après vous... Bon, suffit. Chacun peut penser ce qui lui plaît. Et puis... Ma voici Froidure, et à côté mon chemin à moi. La grille du château se trouve sur la gauche. Impossible de vous tromper, il n'y a qu'à sonner. Mademoiselle,
excusez-moi. Oui. Vous êtes bien, si je ne me trompe, mademoiselle Cadifon, de Langres. Permettez-moi de me présenter. Docteur Jouteau, conseiller général. Vous semblez las, Blaiseau est loin, alors puis-je vous ramener en voiture? Vous connaissez mon nom? Oui, j'étais à l'auberge, en face de la propriété Bernard. J'ai vu le gardien qui vous a visité. Comme votre nom était sur son carnet. C'est une visite assez longue. Elle m'a fatiguée, en effet. J'accepte votre offre, monsieur. Je vous avais déjà remarqué en ville. Ne soyez pas surprise. Donc Blaiseau est charmant, mais les visiteurs y sont rares. C'est ce qui m'a fait penser que vous envisagiez peut-être d'acheter le château Bernard. Oh, plus maintenant, monsieur. Non pas après ce que j'ai vu. Le vide d'une part, le délabrement des 3 petites pièces qui seules furent habitées par le dernier des Bernard et sa domestique. C'est un mauvais jour pour visiter. De plus, le gardien est abruti, morose. Non, en réalité, l'affaire est magnifique. Je crois de mon devoir de vous renseigner. Vous êtes trop aimable. Non, j'en fais une affaire personnelle. J'ai une passion, la politique. Il n'importe pour moi qu'avant les élections, les ferments de division qu'a laissé la succession Bernard disparaissent du pays. Pour cela, il faudrait l'installation d'un nouveau propriétaire. Je suis pour l'acheteur, quel qu'il soit. Mais ce que j'ai vu dépasse mes moyens, ne serait-ce que les réparations. Consultez les héritiers plutôt que le notaire, qu'elle est dans Longue. Ils habitent Tonnerre. Connaissez-vous cette ville? Non, mais ma sœur y habitait. Si vous y allez quelquefois, comme je le suppose, peut-être l'avez-vous rencontrée. Madame Angéline Miraut. Madame Angéline Miraut? Oui. Ah oui, c'est possible. Je ne suis pas très sûr. Ah oui, mais voilà qui me revient. Cette dame Miraut... Oui, cette dame Miraut avait pour amie une de mes anciennes clientes. Madame Clapin, peut-être? Oui, justement. Admirez ce hasard, Madame Clapin est notre pensionnaire. Puisque l'occasion s'en présente, pourriez-vous me donner des nouvelles de cette excellente femme, dont je ne sais rien depuis longtemps? Mes rapports avec elle ont toujours été assez espacés. Si je ne me trompe, sa santé ne donne aucune inquiétude. Alors, tant mieux. Je me doutais bien que pour venir à Froidure, vous aviez dû être renseigné par une personne un peu au fait du pays. Et même beaucoup. J'ai appris que Madame Clapin était connue ici sous le nom de la Nine. Y voyez-vous un inconvénient? Aucun. Une chose me surprend. Comment se fait-il que Madame Clapin ne vous ait pas renseigné sur l'importance de la propriété Bernard? Enfin, à moins qu'en venant ici, vous n'ayez un autre but. Vous êtes bien indiscret. Ne le prenez pas en mauvaise part. Vous êtes envoyé ici par une de mes amies et quoi que vous cherchiez, je voudrais vous aider. Qui vous dit que Madame Clapin m'a envoyé? Elle m'a parlé de Blaiseau, sans doute, mais... Ne pourrais-je pas avoir mes raisons pour venir sans l'avertir? J'étais surpris aussi qu'elle ne vous ait chargé d'aucun message pour moi. Personne ne connaît votre retraite? Oh, monsieur, lorsqu'une femme va retrouver un ami, croyez-vous qu'elle le crie sur les toits? Ça serait... Vous attendez... Vous m'obligeriez en tenant secrète une confidence due à votre seule insistance. Mais grâce à vous, me voici arrivé à Blaiseau. Je n'ai plus que quelques pas à faire et je vous remercie de votre obligeance, docteur Jouteau. À vos ordres, mademoiselle. Vous voilà, mademoiselle. Je me demandais si vous aviez été à Froidure. Oui. Alors, vous seriez gentille, Christine, d'aller porter pour moi ce télégramme à la poste. Venez toute urgence. Ida. Voilà. C'est adressé à un commissaire de police? C'est adressé à un ami. Dieu merci, vous voilà. Je désespérais de votre arrivée. Vous m'avez appelé, comment ne serais-je pas accouru? Ne serait-ce que pour le plaisir de vous revoir un peu plus tôt. Vous avez découvert qui était la Clapin? Oui, et même beaucoup plus. J'ai eu raison de me fier à votre intelligence. Moi et vous, avez-vous retrouvé ma sœur Angéline? Elle est à l'asile de Cramance. Je ne sais si elle était folle lorsqu'on l'a enfermée, mais aujourd'hui, hélas, elle est folle à lier. Le médecin responsable de l'internement se nomme Jouteau, un homme politique important et qui exerce précisément à Blaiseau. Mais c'est précisément à cause de lui que je vous ai appelé. Je le connais, je l'ai vu. Vous y êtes parvenu déjà? Ma présence à Blaiseau, tout se sait en un instant, a dû l'intriguer, car j'ai voulu visiter une propriété où Madame Clapin a vécu. Et dans de singulières conditions, croyez-le. Bon, je vous écoute alors. Nine, c'est une enfant de l'assistance, oui, qui a pris le nom de boulanger d'ici qu'il avait recueilli, le nom de Clapin.
Et puis, placée chez des gens très aisés au village de Froidure, elle y a été courtisée par un journalier, Hurtaud, qui s'était pris d'une véritable passion pour elle, et dont elle s'est lassée, transférant ses attentions, après la mort des Bernard, sur leur fils Augustin, dont elle est devenue la servante maîtresse. Je vous remercie de m'épargner certains mots, monsieur Dancy. Alors, Nine a donc vécu avec Augustin Bernard pendant des années, prenant sur lui un extraordinaire ascendant, au point qu'à la mort de ce fils Bernard, elle s'est fait donner la presque totalité de ses biens, du moins les plus importants, les terres. Ah oui. Or, la mort d'Augustin Bernard n'a pas été considérée dans le pays comme une mort naturelle. Et c'est le docteur Joudetot qui a donné le permis d'inhumer et qui a soutenu la Nine devant les tribunaux quand il y a eu un procès pour l'héritage. Comment avez-vous pu savoir tout cela en si peu de temps? Parce que la chance m'a servi. Une chance étrange. En arrivant à Blaiseau, j'ai été logée chez l'habitant. Et précisément dans la chambre qu'avait occupée la Nine lors de son long séjour ici. Ça semble vous avoir impressionné. Comment ne pas l'être? Si cette Nine était, de l'avis du pays, une criminelle. Vous vous êtes souvenu de ses mains. Oh, je ne pouvais m'empêcher d'y penser. Mais dites-moi, vous qui avez tant d'expérience, quel motif pourrait inciter une femme au crime? J'en connais 3. Oui. La cupidité, la maternité et l'amour. Écartons le premier. Madame Clapin est morte misérable. Il est vrai qu'elle a pu dissimuler une fortune là où nous n'irons jamais la chercher. La maternité, elle n'a jamais eu d'enfant. Ah, pardon, elle en a eu un, d'Hurtaud. Je n'y attache pas d'importance car cet enfant serait mort en naissant. Elle l'a mis au monde à tonnerre chez ma sœur. Et c'est Joudetot qui l'a accouché. Mort en naissant? Qui nous le prouve? Tout le monde s'accorde pour l'affirmer. Oui. En tout cas, je ne crois pas à l'amour chez une Clapin. Ça vous parleriez autrement si, comme moi, vous respiriez dans chaque récit concernant cette femme, jusque dans l'affreux décor de la maison Bernard, l'odeur de passion, dont je me sens encore obsédée. À force de me pencher sur ces histoires d'une femme que j'ai détestée, je me sens gagnée par une sorte de contagion. Et je me figure la détester moins parce que je la comprends mieux. Son secret, c'est peut-être celui d'une femme qui, pendant des années, a eu la force de mentir au bénéfice d'un être qu'elle a aimé. Hurtaud l'ivrogne. Bernard, qu'elle aurait tué. Allons donc, non. Ouais, la philosophie des enquêtes vous rend éloquente, mademoiselle Ida. Savez-vous que vous m'inspirez une réelle admiration? Quelle épouse vous seriez pour un policier? Bon, résumons-nous. Nine ou Madame Clapin, une seule et même personne, partie de rien. Follement aimée de Hurtaud. Mère d'un enfant qu'on dit mort et qui peut-être ne l'est pas. Ah, où serait-il? Non, attendez, je continue. Servante maîtresse de ce Bernard qui est peut-être mort de mort naturelle et qui probablement ne l'est pas. Riche et morte de misère. Bon. Selon vous, la clé de l'énigme? C'est Joudetot. Vous avez raison, on le trouve partout. Au chevet d'accoucher de Nine, au lit de mort de Bernard, et dirigeant l'internement probablement arbitraire de votre sœur. Et je dis aussi que Joudetot a toujours été dans la main de Madame Clapin, qui en a fait un complice ou un confident. Je l'ai senti pendant mon entretien avec lui. C'est ce que nous allons voir. Docteur Joudetot? Oui. Je m'excuse d'avoir forcé la consigne pour parvenir jusqu'à vous. Votre servante s'y opposait. On m'a dit que vous étiez très occupé. Très occupé, en effet, monsieur. Sur le point de partir pour Dijon, où de hautes fonctions départementales m'appellent. Alors, de quoi s'agit-il? D'une urgence? Dans une certaine mesure, oui. Mais notre entretien peut avoir lieu ici. Il s'agit d'une brève consultation. Pour vous? Vous ne semblez guère malade. Je vous répète que je suis très pressé, je dois prendre un train. Je ne vous retarderai pas, mais j'insiste. Il s'agit d'une de vos amies. D'une amie? Oui. Je ne comprends pas. Nommez-la. De qui s'agit-il? Peut-être devrais-je dire plutôt d'une de vos clientes, que je viens d'aller voir et qui m'a paru dans un triste état. Son nom? Madame Angeline Miraut. Hein? Ah, celle-là. Y a-t-il longtemps que vous avez été la voir? En quoi cela vous concerne-t-il? Pourquoi voir les malades qu'on ne peut soulager? D'ailleurs, on la soigne là où elle est. Alors? Qui sait pourtant si votre présence de temps à autre ne lui procurerait pas un mieux momentané, une cliente si fidèle, et qui vous était attachée. Et moi aussi, j'éprouvais pour elle de l'attachement. Mais les circonstances nous ont séparés.
Vous n'ignorez pas que, chargé d'intérêts politiques considérables... Je sais. Partagé entre ma clientèle et les devoirs de conseiller général, j'ai dû, malgré moi, renoncer à la suivre. Oui, mais elle n'a pas renoncé à vos soins. À preuve, sa dernière crise où elle tint à se mettre entre vos mains. C'est vous, en somme, qui avez assisté à son départ de tonnerre. On a confiance ou on ne l'a pas. Elle a eu confiance au point de faire appel à vous plutôt qu'à sa famille. Quel éloge. Vous m'honorez. Mais ce qui me surprend, c'est qu'elle est tenue à cacher son adresse. Un pareil désir d'incognito, explicable à la rigueur chez une folle, m'étonne davantage chez les gens raisonnables qui l'ont fait interner. D'ailleurs, c'est pourquoi, ayant lu sur le certificat d'admission votre nom, si connu à tous égards, et d'autre part, passant près de Blaiseau, j'ai souhaité vous demander... Me demander? Eh bien, en même temps que votre avis sur ce cas médical qui s'est présenté si vite, à quoi correspondaient toutes ces précautions? Je ne suis pas indiscret. Cela dépend. J'aimerais certes vous donner des détails. Ah, pardon, des éclaircissements. Mais le malheur veut que je sois astreint au secret professionnel. Et faute de me trouver en face d'un tuteur ou d'une personne mandatée par la famille... Je vous parle au nom de mademoiselle Cadifon, sœur de l'intéressé. Dans ma hâte à vous parler de madame Miro, j'ai omis de me présenter. Roger Dancy. Et pourquoi mademoiselle Cadifon ne m'a-t-elle rien dit elle-même? Elle est à Blaiseau. Ne préférez-vous pas vous en tenir à mon mandat? Un mot de moi et je rassure tout le monde, sans compromettre personne. Si votre parole doit suffire, pourquoi pas la mienne? Dommage que tout le monde ne se soit pas montré aussi discret que vous. Vous oubliez qu'il y a eu des tiers. Pardon. En l'occurrence, j'étais seul. Seul en fait, mais derrière vous, au loin... Mademoiselle Cadifon ne vous a-t-elle pas dit qu'elle hébergeait chez elle madame Clapin? Eh bien, monsieur, puisque madame Clapin vous a fourni les explications qu'elle jugeait utiles, tenez-les pour confirmer. Quelle qu'elle soit. Assurément. Même si elle se lie à des événements éloignés de la question, par exemple, votre rôle dans la mort d'un nommé Bernard. Vous rendez-vous compte, monsieur, que ceci n'a rien à voir avec la santé de madame Miro? En ayant épuisé le sujet qui pouvait vous intéresser, je vous prie de retourner à vos occupations, en me laissant libre de poursuivre les miennes. Mais qui vous prouve qu'en insistant, je sorte de mes occupations? Je vous ai donné mon nom tout à l'heure, mais j'ai omis ma fonction, je répare. Roger Dancy, commissaire à Langres, et procédant à une enquête sur les causes du suicide de madame Clapin. Vous dites? Madame Clapin s'est suicidée? Étrange, n'est-ce pas? Monsieur le conseiller général, si nous reprenions notre entretien. Nous le reprendrons, s'il vous plaît, sur un autre ton. Si c'est un accusé que vous cherchez, vous faites fausse route. Vous trouverez en moi un homme résolu à se défendre, par tous les moyens. Fût-ce à vos dépens. Si c'est simplement un collaborateur au cours d'une enquête délicate, soit, ça, je ne refuse pas de vous aider. Mais j'entends savoir où vous allez. Ce que je cherche, je vous l'ai dit, la cause du suicide de madame Clapin. Pourquoi je vous interroge? Parce que vous avez donné le permis d'inhumer de Bernard. Parce que vous avez soigné Angélique Miro. Parce que je suppose c'est vous qui assistiez à l'accouchement de madame Clapin. Et que je crois ces événements intimement liés au suicide. J'ai assisté en effet madame Clapin il y a 20 ans à la clinique Miro, lorsqu'elle y accoucha d'un enfant mort. Non, vivant. Oh, je n'ai pas été chargé de la déclaration à l'état civil. Je m'en tiens aux affirmations de la mère et de madame Angéline Miro. Plus tard, appelé au chevet de Bernard, l'amant de madame Clapin, j'ai jugé acceptable de certifier que la mort était due à une attaque. Elle en avait des apparences. Enfin, récemment, j'ai soigné madame Angéline Miro. Sur les instances de madame Clapin? Sur ces instances, oui. Vous avez pu vérifier vous-même l'état de la malade. Ainsi, de ces 3 chefs d'inquiétude, rien à tirer en ce qui me concerne. N'est-il pas vrai? Tenons-nous-en à madame Clapin, unique personne à mettre en cause. Ah, ici, et en effet, à la lumière des simples faits, impossible de ne pas ressentir quelques troubles. Libre à vous de fouiller les broussailles. Mais à votre place, j'y renoncerai, assuré que le monde n'y perdra rien, et que trop de pièges encombrent les sentiers. Car enfin, dès lors que vous commencerez, se posera la question Bernard. Mort naturelle ou assassinat? Même si madame Clapin est innocente, le scandale éclatera.
puis ce n'est rien encore. Il y a la possibilité d'une falsification d'état civil à la naissance de l'enfant déclaré mort-né. Il y a la possibilité du vol des titres quand Madame Clapin quittait le château. Et il y a enfin les relations inquiétantes de Madame Clapin avec la clinique Miro. Relations qui, sans doute, amèneront plus d'une découverte fâcheuse pour Madame Miro et par contre-coup pour cette demoiselle Califon, dont vous souhaitez défendre les intérêts. Ce sont les mêmes considérations qui, jadis, à la mort de Bernard, m'incitèrent, quels que fussent mes appuis, mon expérience, ma situation, à une attitude de stricte prudence. Je demeure persuadé qu'en m'imitant, vous ne rendriez pas seulement service à la société, mais aussi à votre ami. Et surtout à vous-même. Quoi que je décide, monsieur le conseiller général, croyez que je n'oublierai pas vos judicieux avis. Cet entretien restera strictement confidentiel. J'y compte bien. Reconnaissons en tout cas que Madame Clapin était une rude femme et qu'il était dangereux d'être son témoin. Madame Miro en sait quelque chose. Monsieur le conseiller général, vous l'avez échappé belle. Que signifie ? Simplement que le suicide de Madame Clapin assure votre sécurité. Comme vous avez été long. Il s'agissait d'une longue explication. Oui, d'une longue histoire que vous avez définitivement éclaircie. Et qu'il convient définitivement d'enterrer. C'est vous qui parlez ainsi. Disons plutôt que c'est la sagesse humaine. Une sagesse qui couvre un assassinat, un internement, un suicide et Dieu sait quoi encore. Une sagesse qui rend la paix aux morts. Et les vivants, qu'en faites-vous? Alors j'avais raison d'avoir peur. Plus que jamais, Langres va nous condamner. Il est trop tard pour savoir la vérité, Ida. Nous sommes sans preuve. Le témoignage d'Angéline Miro n'aurait aucune valeur. Il y a au moins quelqu'un qui pourrait peut-être parler. Qui cela? Vous avez oublié le visiteur de Madame Clapin. Celui qui avait promis de revenir. Il venait demander des renseignements et non les fournir. Et puis reviendra-t-il? Oh, laissez-le-moi croire. Ne serait-ce que pour moi. Je le souhaite de tout mon cœur, mais ne restez pas sur cette route, la nuit va bientôt venir. Laissez-moi vous ramener à Langres. Non, non, c'est inutile, laissez-moi. Je n'ai pas peur de la nuit. Enfin, Ida, te voilà, te voilà. Mais oui, Ursule. Ma chérie, enfin de retour. Oh, quel bonheur. Tu m'attendais à ce point? Oh, je n'ai pas cessé de penser à toi, de trembler pour toi. Je n'ai pas l'habitude d'être sans toi. Je n'aurais pas dû te quitter. Il le fallait. Si tu savais où nous en sommes, je n'ose plus faire un pas dans la ville. Les journaux nous attaquent ouvertement, comme si nous avions assassiné Madame Clapin pour lui voler son argent. Cette miséreuse. Et Madame Cormier a montré son jeu ouvertement. Elle est venue ici en personne et nous a mis en demeure positivement de lui vendre la maison. Oh, un bon prix, je le reconnais. Et elle affirme qu'on nous montrera du doigt tant que nous n'aurons pas quitté Langres. Calme-toi, j'ai terminé mon enquête. Tu as découvert qui elle était? Oui. Tu connais son secret? Elle en avait beaucoup. C'était une voleuse? Je crois. Pire? Je le crains. Alors son suicide s'explique? Rien n'explique son suicide. Et nous ne pouvons pas nous défendre? Ça ne servirait à rien. Qu'allons-nous devenir? On t'a proposé d'acheter la maison, vendons-la. Nous nous installerons à la campagne. Où tu voudras. Qui nous retient à Langres? Moi, plus rien. Plus rien. Ailleurs, qui sait, nous retrouverons peut-être un peu de paix. Ah non, n'ouvre pas, Ursule, je veux plus voir personne. Mais Ida, on dirait, regarde, oui, soulève un peu le rideau. On dirait cet homme qui était venu voir Madame Clapin. C'est lui? Je ne m'étais donc pas trompée. Laisse-moi avec lui, veux-tu, Ursule, je vais ouvrir. Oui. Je suis mademoiselle Ida Califon. Ma sœur est sortie, entrez, monsieur. Je crois que vous êtes déjà venu, n'est-ce pas? Vous êtes bien monsieur Valentin. Mademoiselle, Monsieur. je n'ai plus aucune raison de dissimuler mon identité. Je suis le comte de Valude. Vous venez bien tard, monsieur, si vous désirez parler à notre pensionnaire. Oui, je le sais, mademoiselle, j'ai appris sa mort par les journaux de Paris. C'est pour cela que je suis ici. Que désirez-vous savoir?
La vérité sur Madame Clapin. À quel titre, monsieur? Oh, c'est une longue histoire, mademoiselle. Longue et confidentielle. Vous pouvez être assuré de mon entière discrétion. Il me faut remonter près de 20 ans en arrière. J'avais une sœur que j'aimais tendrement, qui habitait aux environs de Tonnerre. C'est dans une clinique de cette ville qu'elle mit au monde une petite fille que j'ai recueillie à la mort très prématurée de ses parents et que j'ai élevée et que je chéris comme ma propre enfant. Or, il y a quelque temps, j'ai reçu une lettre de chantage. On prétendait dans cette lettre qu'il y avait eu substitution d'enfants. Ma nièce serait morte et elle aurait été remplacée par la fille d'une souillon dite Lanine, laquelle, devenue riche, aurait fait passer toute sa fortune dans notre famille grâce à des complaisances louches. Vous m'écoutez, mademoiselle? Je vous écoute, monsieur, et très attentivement, croyez-moi. Continuez, je vous en prie. La lettre m'était adressée par une inconnue, une dame Angéline Miraut. Elle prétendait que Lanine était votre pensionnaire. Mais vous avez déjà vu Madame Clapin à ce sujet, monsieur. Ne vous a-t-elle pas rassuré? Pas suffisamment. Aussi lui ai-je dit que je reviendrais. Et voilà que, presque au lendemain de ma visite, elle s'est suicidée. Je crois, monsieur, que le suicide de Madame Clapin n'a rien à voir avec votre visite. Je puis vous affirmer qu'elle s'est tuée pour cause de misère. Réellement? Oui, monsieur. Réellement. La police vous le dira. Mais son nom, le nom de jeune fille de Madame Clapin. On ne lui en connaît pas d'autre que Clapin. Elle n'a jamais été mariée. Elle ne s'est jamais appelée Nine? Elle n'a jamais eu d'enfant? Non, monsieur. Alors, cette Angéline Miraut que j'ai essayé de joindre à Tonnerre et dont vous m'avez dit qu'elle était folle est folle, vraiment. Oui, monsieur. La lettre que vous avez reçue est une lettre de folle. Vous semblez la connaître. Hélas, monsieur, c'est une parente qui a essayé de nous atteindre à travers vous. Ah, vous me rendez la vie, mademoiselle. Je souhaite à votre nièce d'être et de rester heureuse. Adieu, monsieur. Je vous raccompagne. Ida, j'ai tout entendu, je n'y comprends rien, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi as-tu menti? Je me suis souvenu de certaines paroles de monsieur Dancy. Et moi aussi j'ai menti, par sagesse humaine. Une belle sagesse qui couvre. Chut. Une sagesse qui rend la paix aux morts. Je ne comprends pas. Non, il ne s'agit pas de comprendre. Il suffit de savoir saluer les passions qui nous dépassent. La plus belle, la plus redoutable des passions. Celle qui a toutes les audaces, toutes les patiences, tous les désintéressements. Laquelle? Celle qui fait que sur son lit de mort volontaire, une femme sourit. Devine. Et maintenant, Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. La tradition des romans policiers où l'assassin est démasqué dans les toutes dernières pages et pour les films dans les toutes dernières images est en train de se perdre. Le plus souvent aujourd'hui, on nous dit dès le début qui a tué. Le jeu consiste alors à savoir comment le coupable se fera prendre, à deviner quelle faute il va commettre ou par quel trait de génie le détective va remonter jusqu'à lui. Cette nouvelle technique du récit policier s'explique sans doute par l'éducation policière du lecteur ou du spectateur. En effet, l'immense succès de la littérature à suspense a amené le public à être beaucoup plus perspicace qu'autrefois. Pour le surprendre, il faut avoir plus d'imagination qu'au temps de Sherlock Holmes. Devant ces difficultés nouvelles à poser des énigmes indéchiffrables, les auteurs ont dû inventer d'autres formules. Je pensais à cette déviation imposée au genre policier
en voyant L'assassin est dans l'annuaire, le nouveau film de Léo Joinnon. Cette fois précisément, l'histoire est conçue selon les principes traditionnels. Il y a d'abord un hold-up contre la fourgonnette d'une banque, 200 millions volés, puis une série d'assassinats contre des complices qui pourraient avoir la langue trop longue, et ce n'est que dans les toutes dernières scènes, enfin, que le nom des coupables nous est livré. Or, on a bien du regret à le dire aux auteurs, ce secret était un secret de Polichinelle. Je n'ai pas lu le roman de Charles X Braya, d'où le film est tiré, mais dès le premier tiers de l'histoire, j'avais deviné la solution, et autour de moi, dans la salle, le public semblait avoir lui aussi tout compris. Cela veut-il dire que le drame était mal charpenté, mal bâti? Pas du tout. Simplement, à force de lire des Maigret et des Nestor Burma, et de voir des kilomètres et des kilomètres de films policiers, nous avons perdu toute fraîcheur, toute crédulité. En un mot, le public n'est plus dans cet état de grâce indispensable pour participer vraiment à une action de ce genre. Cela dit, L'assassin dans l'annuaire est un drame pas plus mal fait qu'un autre, bien que Léo Joinnon ait eu le tort, semble-t-il, d'hésiter entre le ton résolument comique et le style dramatique. Fernandel lui-même paraît gêné par cette ambiguïté. Il résulte de cette position fausse, univoque dont souffre tout le film. L'action se déroule à Rouen, cette ville admirable et dont ce qu'il en reste pouvait constituer le plus beau cadre qui soit à l'histoire. Léo Joinnon n'a malheureusement pas tiré tout le parti qu'on attendait de ce décor fastueux. Les maîtres du mystère. À l'occasion du 100e anniversaire de la naissance d'Édouard Estonnier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Madame Clapin, un film radiophonique de François Tarancle, d'après le roman d'Édouard Estonnier, avec André Tincy, Bernadette Lange, René Renaud, Jacques Lassalle, Jean-Pierre Litvac, Robert Mercy, Micheline Bonnat, Maurice Chevitte, Geneviève Morel, Raymond Pellissier et André Burgère. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac, prise de son Robert Lavoignat, collaboration technique Michel Hervé, assistante de production Odette Jaudry, réalisation Pierre Billard.